poursuit avec Carole Kosen à propos du baïka. Baïka, c'est la fleur de prunier qui est un symbole japonais traditionnel qui représente la résilience et la beauté face aux défis puisque le prunier est le premier arbre à fleurir au sortir de l'hiver. Maître Dogen, fondateur de l'école bouddhiste Zen Soto, était un moine, un poète et un des grands philosophes du Japon. Et l'un des plus importants penseurs de toute l'histoire du bouddhisme. Pour lui, la floraison du prunier était aussi le symbole de la vraie transmission et de l'épanouissement de l'enseignement du Bouddha, de personne à personne et de génération en génération. Carole Kosen est nonne dans la tradition bouddhiste Zen Soto, une école japonaise. Bonjour Carole. Bonjour, merci de me recevoir. Kosen, c'est votre nom de nonne, il signifie quoi ? On reçoit un nom quand on devient nonne, et ce nom signifie rivière bonheur. Pourquoi rivière bonheur ? Alors la rivière, donc l'eau elle coule, et même si elle rencontre des obstacles, eh ben elle passe. Donc c'est une image assez forte en fait. Et suivre l'ordre des choses, suivre l'ordre cosmique. Donc c'est un peu ce qui me revient, c'est pour ça que j'ai reçu ce nom de mon maître en fait. Zen Soto, variante japonaise d'une des principales écoles bouddhistes au Japon. Vous l'avez rencontré il y a 13 ans, je crois. Ça s'est fait comment, cette rencontre ? Eh bien, je revenais habiter en France. Je suis revenue à l'âge de 30 ans. Et auparavant, j'étais dans une autre tradition où j'avais un maître hindou. Et quand je suis revenue en France, quelqu'un m'a parlé de Zazen. Et où pendant Zazen, quelqu'un passait derrière vous et vous donnait des coups de bâton. Et moi qui venais d'une tradition très douce, avec beaucoup de lumière et de douceur, ça m'a vraiment interpellée. Et donc je suis allée pour la première fois pratiquer dans le dojo Zen de Paris. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je suis arrivée dans ce centre Zen, donc il y avait des gens habillés en noir, alors que j'avais l'habitude de sari coloré, des gens avec la tête rasée, alors que moi j'avais les cheveux longs. Et puis il y avait le coussin noir, on s'assoit dessus, personne ne se parle, même dans le vestiaire. Et on s'assoit face au mur, il n'y a pas l'image du maître avec une jolie lumière, une fleur pour nous aider à la concentration. On est seul face au mur, on garde les yeux ouverts et il se passe pas grand-chose, on est assis. Mais alors je m'en souviens, parce que quand je me suis assise, comme j'avais déjà l'expérience de l'assise dans mon autre tradition, quand je me suis assise sur ce zafu, donc sur ce coussin, les jambes croisées en silence, j'ai écouté, j'ai suivi l'instruction qu'on m'avait donnée pour la posture, et ben j'ai tout de suite reconnu l'endroit. Parce que au-delà des formes, mais qu'est-ce que c'est ? Ben, on retourne à l'essentiel. On est assis avec la vie qui palpite en nous. Donc peu importe les formes, le décorum, si on accepte les formes telles qu'elles nous sont proposées, eh ben, elles nous amènent à l'essence en fait. Mais ce que j'ai aimé de cette tradition-là, c'est que au fur et à mesure que j'ai pratiqué, j'ai ressenti que dans le zen, on fait avec ce qu'on est devenu, avec le creux, avec nos souffrances, avec ce que la vie, avec nos creux, nos bosses. Et on retrousse ses manches et on fait avec. Et ben moi, ça me correspond beaucoup, plutôt que d'avoir l'image d'un maître en face de soi pour nous aider à nous concentrer, plutôt qu'aller chercher à l'extérieur. Ben non, on fait avec ce qu'on est. On s'assoit, on respire, on laisse passer, et là on laisse être, et on est vivant et on laisse faire. Et ben c'est cette pratique que je l'ai continuée finalement. Et puis au bout donc je suis restée, je me souviens après le travail, j'avais mon coussin, j'avais mon sac avec mon zafu dedans, je prenais le métro, et c'était comme si j'avais un secret dans mon sac. Et parce que je regardais les gens autour de moi qui rentraient du travail avec l'air fatigué, tout ça, mais moi j'avais un secret. Et j'étais vachement... Je me souviens un jour, j'étais en train de penser à ça dans le métro, et j'ai dû me mettre à sourire, parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui sourit. Et c'est vachement chouette, parce que ce qu'on est et on peut transmettre les choses. Mais dans mon sourire, j'ai fait sourire quelqu'un. Parce que dans mon sac, j'avais un secret. C'est quoi ce secret ? C'est juste que, par l'assise immobile, j'ai expérimenté quelque chose de naturel, et petit à petit, s'est installé une évidence que pour moi, c'était la pratique plus juste pour moi. Donc voilà, j'ai continué à m'asseoir.
Cette juste pratique, vous l'avez poursuivie dans plusieurs voyages au Japon. Vous avez séjourné dans des monastères bouddhistes Zen Soto. Vous y avez passé de longs mois de pratiques intensives. Vous y avez reçu beaucoup d'enseignements avant de rentrer en France. Et notamment, c'est la raison de votre venue à La Rochelle ce week-end. Vous vous êtes formé à un chant traditionnel de cette tradition bouddhiste qui s'appelle le Baïka. Vous vous êtes initié seul par quelque chose qui vous a plu d'abord à l'oreille et ensuite vous en avez cherché les clés de compréhension. Alors oui, j'ai découvert ça lors de mon premier séjour au Japon. On avait fait une cérémonie pour l'équinoxe d'automne. Et dans le zen, on a l'habitude de chanter les sutras, mais ils sont scandés. Et c'est assez monotone. Mais pendant cette cérémonie, je me souviens, un moine, tout d'un coup, a commencé à chanter Baïka, ce chant que je ne connaissais pas, qui est très mélodique. Les mélodies, ouais, sont très douces et simples, mais elles carrient, enfin pas elles carrient, c'est pas un mot en anglais, elles portent, ça fait naître en nous un sentiment doux, un sentiment réconfortant. Et cette musique arrivait au bout d'une longue journée de préparation avec les femmes du village qui nous ont aidés à faire la cuisine, à faire les bouquets de fleurs, et on a passé des heures ensemble en harmonie, chacun vaquant à ses tâches avec tout son cœur parce qu'on avait envie que ce soit beau. Et à la fin, ce chant vraiment merveilleux arrive comme ça d'un silence. Moi j'ai pleuré et j'étais très touchée et j'ai voulu apprendre ce chant. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre Baïka en fait. Toute seule pendant pas mal d'années, et après quand je suis parce qu'il y a eu plusieurs années où je suis pas allée au Japon. Quand je suis retournée au Japon, j'ai souhaité vraiment l'apprendre parce que la façon de chanter est vraiment différente, de lire les notes et tout ça. Et de quoi ça parle? Ça parle des enseignements du Bouddha, ça parle des patriarches de la lignée du Zen, de Maître Dogen, Maître Keizan, ça parle de la vie. Mais ces chants partent de chants qui existaient il y a longtemps au Japon. Quand on travaille dans les champs, on chante. La tradition Zen Soto, dans les années 52, a choisi d'instaurer cette musique bien différente dans les temples. C'était après la défaite de guerre du Pacifique, pour redonner au peuple japonais du courage et refaire le lien avec les moines et les laïcs ensemble dans le temple. Donc c'est une longue tradition en fait, et c'est vraiment joli. Et de plus en plus en Europe, les gens ont envie de comprendre et d'apprendre ce chant parce que c'est vraiment joli. Et parfois, moi, je la porte dans les hôpitaux, dans les soins longue durée. J'arrive avec mon petit matériel et je raconte la petite histoire et je chante un chant japonais dont je donne les traductions, et ça crée l'espace d'un instant, cette musique douce et ces clochettes et ces gestes, un peu comme les cérémonies du thé japonaises où chaque geste a son importance parce qu'on pose la clochette de cette façon. Et quand les gens observent ces gestes simples, qui ont leur place, qui ont leur but, et puis petit à petit le chant se déploie, ça crée un espace réconfortant, comme des bras qui nous entourent, et pendant cet espace, la personne en souffrance, elle souffre un peu moins. Nos cœurs s'ouvrent et il y a une rencontre possible. Donc c'est la musique en général, elle fait ça, mais c'est vraiment très chouette. Donc moi j'amène ça à l'extérieur des temples, parce qu'au Japon c'est que dans les temples. Donc moi je vais amener ça dans les hôpitaux, ou je vais dans les dojos, dans les villes. Donc voilà, petit à petit je fais ça. Ces chants sont très codifiés, comme beaucoup de choses dans la pratique monastique, religieuse du bouddhisme zen. Toute cette codification, elle a aussi pour objectif d'être une pratique en elle-même, une pratique de la méditation. C'est ce qui pourrait expliquer aussi sa complexité. Dans la pratique du zen, on fait chaque chose comme elle doit être faite.
Mais avant ça, il faut recevoir l'instruction comment on l'a fait. On reçoit l'instruction et on fait la chose. Pourquoi ? Par exemple, quand on rentre dans le dojo du pied gauche, on s'incline, on va à notre place, c'est fluide. Mais si on rentre, un va avec son pied gauche, l'autre avec le pied droit, il ne sait pas s'il doit s'incliner, ça crée de la confusion dans l'esprit. Et on est moins présent dans le corps parce qu'on est pris par nos doutes, nos je ne sais pas comment faire, alors que si on sait comment faire quelque chose, le mental s'apaise et on a juste à être en accord avec ce qu'on doit faire dans nos gestes, et c'est codifié, mais c'est très simple. Il n'y a pas des gestes en trop. Donc on ouvre notre instrument d'une certaine manière, on fait sonner la cloche à un certain moment, et tout ça, ça nous mène à quelque chose de très simple et de libérateur au niveau du mental en fait. Bon, ça met un certain temps, il faut s'entraîner pour que ce soit des mouvements fluides qui nous ouvrent à... Donc ça fait partie de notre pratique en fait, c'est juste un autre moyen habile pour se concentrer sur l'ici et maintenant, et que le mental et le corps se remettent en unité. On est en unité quand on est dans la position assise de Zazen, on est en unité avec notre corps quand on sort du pied droit du dojo, quand on s'incline en gacho, on est en unité. Donc tout est fait pour ramener à ici et maintenant. Même dans les activités de la vie quotidienne, en fait. Donc, c'est très intéressant, le zen, parce que ça ne s'arrête pas qu'aux afous, à la porte du temple, mais en dehors, au travail, comment on conduit, comment on s'adresse à l'autre. Notre vie, elle est faite de rituels, de comment faire les choses. Mais c'est vachement important. C'est juste pour créer l'harmonie et puis revenir à l'ici et maintenant. Et ce chant Baïka puise donc aux nombreuses sources de la culture japonaise. Il y a quelque chose de très doux et parfois très mélancolique aussi dans ces chants, dont les textes font référence bien évidemment au patriarche, la lignée de l'héritage, de la transmission, de l'enseignement du Bouddha. On y retrouve un aspect de berceuse presque parfois, ou de chant traditionnel japonais, avec cette tonalité qui est très particulière. Alors je me suis fait cette réflexion en effet par rapport à la mélancolie, parce que je me suis dit c'est vrai qu'en général les chants qu'on apprend dans Baïka sont mélancoliques, mais de cette mélancolie, c'est pas une tristesse, mais la mélancolie et ce sentiment profond nous amène à cet endroit intime. Si on chante une chanson hyper joyeuse, l'endroit il est moins intime, mais dans la mélancolie, sans parler de tristesse, la mélancolie et le recueil, c'est à partir de cet espace intime que peut fleurir quelque chose, à mon avis. Et aujourd'hui, Carole Kozen, vous êtes donnée pour mission, si je puis dire, de diffuser cette partie de la culture religieuse bouddhiste Zen Soto en France et autour. Vous circulez dans différents lieux de pratique qu'on appelle les dojos. Vous avez créé aussi un site internet, lesvoixduzen.org, et puis aussi une chaîne YouTube où on peut entendre vos interprétations. Merci pour votre témoignage. Et au plaisir de continuer à vous écouter, Carole Kozen. Écoutez voir, c'est fini pour ce mois-ci. Merci à Dimitri de l'Antivie pour la technique et nous vous retrouvons le mois prochain. Au revoir.